Radio France Internationale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct de Paris. Il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le 15 novembre 2023 et à la une de cette édition, la situation à Gaza où les militaires de l'armée israélienne sont entrés à pied dans l'hôpital Al-Shifa la nuit dernière. Les soldats israéliens sont toujours à l'intérieur de l'hôpital à la recherche de membres du Hamas et d'éventuels otages. L'opération va être longue, dit Israël. À la une également, Joe Biden, Xi Jinping, le président chinois et le président américain se rencontrent dans quelques heures à San Francisco pour une photo symbolique, nous dira le géopolitologue Pascal Boniface. Bachar el-Assad dans le collimateur de la justice française. Le président syrien est visé par un mandat d'arrêt, un ordre d'arrestation après les attaques chimiques de 2013 contre sa population. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'armée israélienne est donc entrée la nuit dernière dans le plus grand hôpital de Gaza. Elle mène des fouilles à l'heure actuelle. L'hôpital Al-Shifa, depuis plusieurs jours, est au cœur des combats entre soldats israéliens et combattants du Hamas. L'incursion des soldats israéliens à l'intérieur de l'hôpital se poursuit à l'heure actuelle. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem pour Radio France Internationale. Michel, Israël affirme progresser lentement, notamment dans les sous-sols du centre hospitalier, et indique que l'opération pourrait durer longtemps. Cette opération, qualifiée par Israël de précise et ciblée, se poursuit donc, Adrien. Elle se déroule, souligne-t-on, dans une zone très localisée du centre hospitalier, un complexe qui compte en tout 14 bâtiments et qui a été conçu par un architecte israélien. L'évacuation de l'hôpital est toujours envisagée, notamment en direction de l'Égypte. Un haut responsable sécuritaire israélien indique que les militaires sont accompagnés de soldats spécialement formés pour cette situation et qui parlent l'arabe. Des fournitures médicales auraient été remises au personnel, notamment des couveuses et du matériel destiné aux bébés de la maternité de l'hôpital. Par ailleurs, Israël a autorisé aujourd'hui l'entrée de camions-citernes contenant un peu plus de 23 000 litres de carburant destinés à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Autre point symbolique du point de vue israélien, l'armée a fait exploser le bâtiment qui servait de parlement au régime du Hamas à Gaza. Parlons avec vous à présent des otages au nombre de 240 personnes retenues par le Hamas d'après Israël. Michel, une nouvelle proposition a été faite pour la libération d'otages. D'une manière générale, les Israéliens se montrent très discrets sur ce sujet alors que les familles des otages poursuivent leur marche entre Tel Aviv et Jérusalem. Selon les médias ici, la nouvelle médiation qatari parle de la libération de 50 otages en échange de 3 jours de trêve à Gaza et la libération d'un certain nombre de détenus palestiniens, des femmes et des mineurs essentiellement. Israël réclame également la liste complète des otages retenus dans la bande de Gaza. Michel Paul en direct de Jérusalem pour Radio France Internationale. Et puis cette opération de l'armée israélienne dans l'hôpital Al-Shifa suscite des inquiétudes et des condamnations de la part de plusieurs acteurs de la communauté internationale. La Jordanie dénonce le silence du Conseil de sécurité. L'opération israélienne à Al-Shifa illustre la barbarie qu'autorise le silence des Nations Unies. Et puis ça va trop loin, dit la Norvège, cela va trop loin et ne peut être accepté, a souligné aujourd'hui le chef de la diplomatie norvégienne. Le journal en français facile. Une rencontre entre les dirigeants de 2 grandes puissances économiques de la planète, le président chinois et le président américain à la même table. C'est la première fois qu'ils se voient en un an. Xi Jinping et Joe Biden vont se voir en marge du sommet de l'APEC. L'APEC, c'est la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Une rencontre entre Washington et Pékin, certes observée, scrutée de près, même si pour Pascal Boniface, il s'agit plutôt d'une rencontre symbolique
Pour la photo, Pascal Boniface est géopolitologue. Xi Jinping montrera bien à sa population qu'il est le leader mondial, qu'il parle sur un pied d'égalité avec le président américain. Et le président américain veut montrer à sa population qu'il s'occupe des intérêts et qu'il se conduit comme leader mondial aussi. Il y a toujours un peu de bénéfice à se montrer sur la scène internationale. Mais les résultats sont plus dans la photo qui sera obtenue. Il n'y aura pas réellement de déclaration spectaculaire, d'avancée. Je ne pense pas que l'on puisse attendre cela. Mais en fait, déjà, si on évite une augmentation du nombre de déclarations intempestives de part et d'autre, l'annonce de sanctions économiques de part et d'autre qui viennent un peu troubler l'économie internationale, l'un et l'autre ont besoin de chacun pour que leur croissance, sans les produits chinois, l'inflation aux États-Unis serait beaucoup plus forte. Sans le marché américain, l'économie chinoise serait moins performante. Moscou qui observe cette rencontre ce soir entre Joe Biden et Xi Jinping. Les deux pays établissent des relations bilatérales, c'est leur droit, bien sûr. Chaque réunion entre les deux plus grandes puissances économiques de la planète est importante pour tout le monde, a déclaré à la presse le porte-parole du président russe Vladimir Poutine. Bachar el-Assad dans le viseur de la justice française. La France a décidé d'émettre un mandat d'arrêt international à son encontre, autrement dit l'ordre d'arrêter le président syrien. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrée à l'été 2013 contre sa population en Syrie. C'était une attaque au gaz sarin qui avait notamment fait plus de 1000 morts en 2013 dans la Ghouta orientale, selon les renseignements américains. L'actualité au Royaume-Uni, où l'expulsion de migrants vers le Rwanda est jugée illégale par la justice britannique. La Cour suprême, la plus haute instance juridique du pays, a rejeté aujourd'hui le projet du gouvernement d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Alors pour rappel, Londres souhaitait renvoyer ces migrants rwandais à Kigali pour que les autorités locales les traitent elles-mêmes. C'était un projet très critiqué par l'opposition britannique et les défenseurs des droits humains. Emeline Vin nous appelle de Londres. Le projet Rwanda est renversé par la Cour suprême britannique. Les juges valident à l'unanimité la décision de la Cour d'appel de juin dernier. Le Rwanda n'accueillera pas les demandeurs d'asile du Royaume-Uni. Pour justifier leur décision, les juges s'appuient sur le bilan rwandais en matière de droits humains et de traitement des demandeurs d'asile. Selon eux, le Rwanda ne respecte pas ses obligations internationales. Il rejette jusqu'à 100% des demandes d'asile venant de Syriens, de Yéménites ou d'Afghans qui fuient des zones de conflit et il renvoie des demandeurs, voire des réfugiés dans leur pays d'origine, une pratique contraire à la Convention des Nations Unies. En bref, le partenariat fait courir des risques aux demandeurs d'asile et enfreint donc les lois britanniques. Même s'il avait hérité le projet de ses prédécesseurs, le Premier ministre Rishi Sunak en avait fait le pilier de sa promesse de faire baisser l'immigration. Le gouvernement fraîchement remanié n'a pas encore dévoilé son plan B. Des sources ministérielles rejettent la possibilité de quitter la Convention européenne des droits humains. Emeline Van Londres, RFI. Dans l'actualité française, un cimetière juif a été profané. Des dégradations viennent d'être observées sur des stèles juives. Ce sont des pierres dressées où l'on voit écrit le nom des morts. Ces pierres ont été volontairement abîmées. 10 stèles sont à terre dans le cimetière du petit village de Moulins-sous-Touvent. La justice a décidé d'ouvrir une enquête. Et puis enfin, sa mort avait provoqué des émeutes en France. C'était au printemps dernier. Naël avait reçu dans la poitrine le tir mortel d'un policier près de Paris, à Nanterre. Ce policier avait été incarcéré, il était en prison en attente d'un jugement. Eh bien, ce matin, il est sorti de prison, ce policier, remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il retrouve la liberté, mais devra rendre des comptes à la justice, notamment sur ses déplacements, en attendant d'être jugé. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur nos différentes applications et sur notre site internet rfi.fr.